Bonjour à toutes et tous, correction d'exercice PTA 1.0b, on vous parle d'un système diphasé à l'équilibre à T0 et P0 et qui subit de façon isobare une compression réalisant sur l'une d'un facteur 3. Alors là on commence à rentrer dans la partie difficile de la thermodynamique, c'est-à-dire celle des systèmes diphasés. Donc je rappelle un peu les bases, histoire qu'on comprenne un peu les choses. Le système diphasé, là on va ici imaginer que c'est un système par exemple liquide-vapeur, vu que de toute façon on est capable de réduire le volume, donc il y a forcément de la vapeur qui est impliquée. Donc là on a forcément soit un système liquide-vapeur, soit un système solide-vapeur, avec une sublimation impliquée, mais en tout cas là, une des deux phases est forcément de la vapeur, sinon il est impossible de réduire le volume via une compression. L'idée est la chose suivante, c'est qu'à partir du moment où on a un système diphasé, si on impose la température, alors on impose la pression. Donc une des manipulations les plus standards de ce point de vue-là, c'est quand on fait chauffer de l'eau, en fait là, on fournit de l'énergie sous forme thermique à de l'eau liquide, sa température va monter jusqu'à ce qu'elle rentre en ébullition, et à partir de ce moment-là, l'intégralité de l'énergie qu'on apporte à l'eau ne va plus faire changer sa température, mais va en fait faire changer son état. Donc ici, en fait, ce qui va se passer lors de cette compression, l'énoncé a l'air de sous-entendre qu'on reste sous forme diphasée. Et donc, en fait, la réponse du système à la compression ne va pas être une baisse de température ou une augmentation de pression. Enfin là, en fait, compression, c'est on va baisser le volume. Et la réponse du système ne va pas être du tout une augmentation de la pression ou de la température, mais ça va être tout simplement un changement de composition. Alors l'idée est la chose suivante, en fait je vais commencer par la fin de cet exercice, on va essayer de représenter la transformation au diagramme de Clapeyron, d'accord, dans cette histoire. Alors en fait, un diagramme de Clapeyron pour un système diphasé, ça porte un nom, ça s'appelle un diagramme d'Andrews, donc on va le représenter ici. Donc par contre c'est toujours les mêmes axes, hein, c'est la pression en fonction du volume molaire. Donc ici je vais mettre la pression, ici je vais mettre le volume, ou le volume molaire, ça revient au même. Et ce qu'on sait, c'est que dans un diagramme d'Andrews, en fait, on a une isotherme qui a une tête un peu bizarre. En fait, cette isotherme, elle consiste d'abord, pour la phase purement liquide, à une droite quasiment verticale. Ensuite, à un point anguleux et une droite horizontale ici, qui traduit le fait que lorsqu'on va avoir le système diphasé, on va être aussi enfin que l'isotherme en tout cas correspond à une isobare. Et enfin, on va retrouver une allure de courbe qui ressemble in fine à l'isotherme d'un gaz parfait, avec un petit décrochement ici, on ne sait pas trop comment ça se passe. Voilà. Donc si on met les divers états, hein, ici on est en phase liquide pure, ici on est en phase liquide plus vapeur, et ici on est en phase vapeur simple. Donc manifestement, dans cet exercice-là, on va essayer de placer les points pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Dans cet exercice-là, on est manifestement quelque part ici au départ, puisqu'on est on est dans un système diphasé à l'équilibre. La pression P0, c'est celle-là, d'accord, et elle subit de façon isobare, c'est-à-dire qu'on va rester à la même pression, une compression ayant son volume à facteur 3. Donc le volume final va être à peu près ici, d'accord, on ne sait pas trop exactement où, mais en tout cas, on va rester sous un système diphasé. Donc notre transformation en Clapeyron, en fait, c'est tout simplement cette transformation-là. Voilà, comme ça ici le long de l'isotherme. Le fait que je dise que cette transformation se fait le long de l'isotherme vous raconte en fait pas mal de choses. L'énoncé vous raconte que la compression est isobare, donc ça vous raconte que la pression finale est égale à la pression initiale, autrement dit P0. Donc ça signifie que delta P vaut 0. Et le fait que cette isobare suive l'isotherme, ou que la variable soit 1, enfin ça revient à tout ce que j'ai expliqué et tout ce qui est dans votre cours, en fait ça vous raconte également que la température finale est égale à la température initiale, autrement dit que delta T est également égal à 0. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Si on avait un gaz parfait, en fait, ceci serait impossible. En fait, il est impossible pour un gaz parfait de maintenir la pression constante, de faire varier le volume et de maintenir également la température constante. Donc ce qui fait qu'on peut maintenir la pression et la température constante alors qu'on fait varier manifestement le volume, c'est le fait qu'on va pouvoir jouer sur un autre paramètre, sur un troisième paramètre, ou un quatrième, ça dépend à partir de combien on compte. Et en fait, ce troisième paramètre intensif, c'est tout simplement la composition. Autrement dit, la fraction molaire de vapeur ou de liquide. Donc je vais appeler X
la composition de vapeur, autrement dit, en fait, le nombre de moles de vapeur divisé par le nombre de moles total dans cette histoire. Voilà ce que j'ai appelé X. Je rappelle que dans le diagramme d'Andrews, ici on est à X égale 1, c'est-à-dire que l'intégralité du système est sous forme vapeur, et ici on est à X égale 0. Et en fait, ce segment horizontal correspond en fait simplement à une espèce de mesure, à une règle en fait de la composition en liquide d'après la règle des moments, hein. Je vous rappelle que grosso modo, on va appliquer ça relativement simplement. On va essayer de comprendre un peu les choses. L'idée ici est la chose suivante. On est dans un système diphasé de type, alors on a le choix, soit solide ou liquide, mais vapeur de l'autre côté. Et on va pouvoir commencer à faire les approximations usuelles. L'approximation usuelle qu'on fait tout le temps, c'est qu'en fait, le volume total est à peu près égal au volume de la vapeur. Autrement dit que la vapeur, sauf si on est vraiment arrivé à des volumes extrêmement faibles, grosso modo, en fait, la vapeur occupe quasiment l'intégralité du volume. Alors, on peut essayer de se poser des questions, mais si on prend par exemple un gaz parfait à température ambiante, 1 litre de gaz parfait, une mole, excusez-moi, de gaz parfait, ça occupe à peu près 24 litres. Or, une mole, si on prend par exemple, je ne sais pas moi, de dioxygène, une mole de dioxygène, où on va prendre de l'eau pour que ce soit plus facile et qu'on comprenne un peu le liquide, d'accord, si je prends de l'eau. Donc, l'eau en tant que gaz parfait, une mole occuperait 24 litres sous forme vapeur, et l'eau liquide, c'est en fait, ça correspond à 18 grammes d'eau. 18 grammes d'eau, grosso modo, ça fait 3 cuillères à soupe. Et donc on voit que le volume de l'eau liquide pour la même quantité est extrêmement faible devant celle de la vapeur. De manière générale, le volume d'un liquide est 1000 fois plus faible que le volume de la vapeur associée. Et donc en fait, ça signifie que si vous voulez que le liquide commence à prendre un volume qui est comparable à celui de la vapeur, eh bien en fait, il faut que la fraction molaire soit extrêmement faible, autrement dit, soit extrêmement proche de 0. Dans ce cas-là, en fait, on est dans les cas extrêmes, hein, on est vraiment en train de flirter avec cette zone-là du diagramme d'Andrews, mais de manière très très générale, on est un peu entre les deux. Et donc, grosso modo, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement négliger le volume du liquide devant le volume de la vapeur. Voilà, c'est ça que je raconte. Alors ensuite, une fois qu'on a raconté ça, c'est pas extrêmement compliqué. Ça signifie donc en fait que le volume total, c'est égal au volume de la vapeur. Ok, ok, ça c'est pas dur. Et c'est égal tout simplement en fait au nombre de moles de vapeur multiplié par... Enfin, c'est donc proportionnel au nombre de moles de vapeur, plus exactement. Voilà, puisque la température et la pression n'ont pas changé. Autrement dit, si on divise le volume d'un facteur 3, eh bien ça signifie qu'en fait, on va tout simplement diviser la fraction molaire de vapeur par 3. En fait, ce que ça vous raconte, c'est que la fraction molaire de vapeur, je l'ai appelée x, c'est pas la peine que je mette ça, que x final, c'est donc à peu près égal à x initial divisé par 3. Voilà l'idée et voilà le genre de choses qu'on fait. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, on peut utiliser la règle des moments en vous rappelant que x, c'est tout simplement en fait le volume molaire moins le volume d'un état donné, moins le volume du liquide, divisé par le volume de la vapeur, moins le volume du liquide, à la même température. Et ça, avec les approximations qu'on fait, x est tout simplement égal au volume occupé, à un endroit donné, multiplié par le volume de la vapeur seule. D'accord. Voilà, le volume du système divisé par le volume de la vapeur seule à cette température-là. Et donc, grosso modo, c'est exactement ce qu'on raconte là. Si on divise le volume par 3, ça signifie qu'on va diviser la fraction molaire par 3. Voilà, donc c'était ça qu'on demandait, hein, littéralement. Et donc, ceci termine l'exercice. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.